Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché du mardi 16 novembre 2021, Training University Center. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. Avant de démarrer cette émission, je vous laisse, comme chaque matin, prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Donc, je vous laisse lire tranquillement et on va pouvoir démarrer. Très bien. Tout de suite, direction les marchés. Bon, il se passe pas grand-chose à l'ouverture de la séance européenne. On a eu effectivement hier un début de séance assez calme. Ce matin, ça démarre plutôt bien au niveau des indices européens. Alors peut-être une volatilité pour le moment assez mou, je trouve. Pas beaucoup d'opportunités, non pas sur le marché des changes. Calme pour le moment sur le marché indiciel. Ça bouge un petit peu sur le marché des crypto-monnaies. On va regarder cela juste après. Mais dans l'ensemble, on a un marché assez calme où il y a eu effectivement une très très forte volatilité hier en fin de journée sur le marché des changes lié au dollar américain, le DXY, et bien évidemment sa paire de devises, son panier de devises lié au dollar américain, notamment l'euro USD, le GBP USD, qui ont effectivement été secoués hier. L'euro dollar, je vous rappelle, qui est corrélé à 57% du DXY, donc de l'US Dollar Index sur la plateforme. Alors, principal catalyseur, notamment la semaine dernière, effectivement, c'était l'inflation. La bourse de New York, elle, soutenue toujours par les valeurs de croissance, a quand même fini, on en a parlé hier, en hausse. Toutefois, c'était quand même insuffisant pour empêcher notamment un premier repli hebdomadaire la semaine dernière, après quand même 5 semaines de progression ayant porté notamment les indices US, le S&P 500, l'indice de référence de la finance mondiale, le Nasdaq 100 et le Dow Jones sur des records. Et on constate quand même que sur l'ensemble de la semaine écoulée, elle a été marquée aussi toujours par un réveil des craintes inflationnistes, après l'annonce quand même d'une hausse supérieure aux attentes la semaine dernière, mercredi dernier, des prix à la consommation aux États-Unis en octobre. Alors, sur la semaine, rien de dramatique. Quand même, on a toujours des indices qui restent extrêmement solides, une fin d'année qui s'approche en beauté, qui ne serait absolument pas à exclure, d'une éventualité d'un rallye de fin d'année, puisque, excepté cela, sur la semaine écoulée, le Dow, tout ce qui est valeur industrielle, a seulement perdu 0,63%, le S&P 500 0,31%, le Nasdaq 0,69%. Bon, actuellement, c'est la double perspective d'une inflation persistante et d'un resserrement anticipé des politiques monétaires qui a pesé notamment en fin de semaine dernière sur les valeurs technologiques. Comme vous savez, c'est l'un des compartiments de la côte les plus sensibles justement à l'évolution des taux. Et même si le président de la Fed actuellement, qui est toujours en poste, je vous rappelle qu'il y a une décision qui sera prise en février 2022 concernant Jérôme Powell, est-ce qu'il sera oui ou non, est-ce que son mandat sera renouvelé ou pas. En tout cas, Jérôme Powell se montre très patient, très clairement, concernant la hausse des taux. D'autres membres de la Fed, eux, sont un peu moins patients. J'estime que, justement, avec le niveau d'inflation actuellement, les conditions monétaires sont réunies pour que la Fed mette en place une, voire deux hausses de taux, comme d'ailleurs l'avait évoqué Richard Clarida la semaine dernière. Ce matin, d'ailleurs, à ce sujet, vous avez également le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, qui a déclaré hier que la Banque centrale américaine avait besoin de disposer de davantage de données avant de déterminer, bien sûr, le moment où elle devra relever ses taux d'intérêt à court terme. Il disait qu'il serait utile de disposer de temps pour déterminer où se situe la réalité de l'économie actuelle avant de pouvoir modifier la politique monétaire. À noter que, je vous rappelle que Barkin est un membre votant du comité de la politique monétaire de la Fed cette année. Il a d'ailleurs indiqué que les problèmes d'approvisionnement, notamment les goulets d'étranglement, devraient perdurer l'année prochaine, mais qu'il n'était pas encore prêt de dire combien de temps durerait l'actuelle poussée d'inflation. Donc là, encore une fois, je pense qu'il va quand même toujours falloir bien sûr surveiller le thème, je dirais, de l'été et de l'année. On a quand même, c'était l'inflation, bien sûr, c'est le thème. On a quand même des niveaux assez hauts,
assez important. Et si on garde cette dynamique en 2022, bah forcément, ça risque de peser derrière sur le marché actions et le rendement, bien sûr, des actions. Ce matin, comme je l'avais évoqué, on évolue sans grand changement en Europe, en légère hausse, proche bien sûr de leur plus haut, voire même de ses plus hauts historiques pour certains indices toujours, comme je vous le disais. On est bon, bien sûr en début de séance, quelques informations à venir. On est en train on regardera juste après le calendrier, notamment sur l'évolution dans les ventes au détail aux États-Unis. Euh, En tout cas, les investisseurs étaient quand même assez attentifs, notamment ce matin au sommet virtuel prévu cette nuit, hein, heure de Pékin, entre les présidents américains et chinois, qui pourrait notamment porter sur la question sensible de Taïwan. Au niveau des crypto-monnaies, très très forte volatilité. Le Bitcoin et la plupart des autres crypto-devises du marché s'affichent en forte baisse ce matin. Le Bitcoin ayant marqué notamment un creux vers les 60 500 $ aux alentours de 5 heures du matin, en baisse de plus de 8% par rapport au sommet d'hier matin à 66 320 $. L'Ether perd de son côté 9%, juste sous les 4 300 $. La plus forte baisse dans le top 10 d'ailleurs est affichée par le Polkadot avec un recul de plus de 11% depuis hier. Alors, parmi, je dirais, les dernières informations importantes à relever en ce qui concerne le marché cryptographique, on notera notamment que le Sénat et la Chambre des représentants aux États-Unis ont officiellement validé un projet de loi sur les infrastructures très critiqué par l'industrie des crypto-monnaies. Alors, je rappelle que cette loi vise à financer en premier lieu les grands projets d'infrastructure, mais les législateurs en ont profité un petit peu pour inclure, je dirais, des dispositions qui concernent des crypto-monnaies. Ça concerne bien sûr, par exemple, les règles plus strictes comme les entreprises manipulant des crypto-monnaies, l'élargissement des exigences de déclaration pour les courtières, puisque c'est un projet de loi qui vise notamment qu'à l'avenir. Tout ce qui est transaction d'actifs numériques d'une valeur supérieure à 10 000 $ soit déclaré à l'IRS. L'IRS, c'est l'Internal Revenue Service. D'ailleurs, un groupe de sénateurs avait initialement proposé un amendement au projet de loi qui aurait donc clarifié les exigences de déclaration des crypto-monnaies, mais pour le moment, la proposition n'a pas encore été approuvée. Ça, c'était au mois d'août. Au niveau des rendez-vous de la semaine, donc bien sûr aujourd'hui, les ventes au détail aux États-Unis seront publiées cet après-midi aux alentours de 14h30. Les ventes au détail donc mensuelles, vous avez les ventes au détail principales, les ventes au détail de manière générale au niveau mensuel du mois d'octobre. Il y aura bien sûr aussi le discours de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, aux alentours de 17h, qui pourrait d'ailleurs justifier un petit peu au niveau des ventes au détail, ça pourrait justifier un petit peu ou aider même l'éventuel impact de la baisse du moral des ménages, qui est tombé quand même assez bas en 10 ans, alors que l'investissement, la hausse des prix inquiète. Bon, voilà un peu les principaux catalyseurs. Je rappelle juste que les ventes au détail, notamment qui vont avoir lieu donc cet après-midi, ça mesure la variation de la valeur totale ajustée à l'inflation. D'une manière générale, c'est un indicateur de premier plan qui permet de voir un petit peu la dépense des consommateurs, la dépense de la consommation qui représente la majeure partie de l'activité globale aux États-Unis. Au niveau du programme, ce matin, on va parler donc de différents actifs Facebook, qui a été un petit peu secoué par certaines annonces hier, le Nasdaq 100, donc l'US Tech 100, l'argent et la parité euro-dollar. Et après, bien sûr, par la suite, je vous montrerai un petit peu les analyses de trading central concernant cette séance européenne. Alors, on va démarrer par Facebook. Alors, Facebook, hop, impeccable. Alors là, je suis sur un graphique mensuel. Alors, avant d'aborder la partie technique de Facebook, il faut savoir que l'État américain de l'Ohio a engagé des poursuites contre la maison mère de Facebook. Vous savez que la maison mère de Facebook a changé de nom, c'est Meta Platform. Qui est présenté, et ça sera présenté également sur l'analyse trading centrale tout à l'heure. Donc elle a engagé des poursuites contre la maison mère en accusant notamment le réseau social d'avoir trompé le public sur la gestion de
de son algorithme et sur les répercussions de ces services sur les enfants. Alors cette procédure a fait suite notamment d'une plainte déposée par les actionnaires de Facebook, dont la caisse de retraite des fonctionnaires de l'Ohio. Ils réclament plus de 100 milliards de dollars de dommages et intérêts à la maison mère, donc Meta, ainsi qu'une modification des pratiques du groupe pour s'assurer que les actionnaires ne soient plus trompés à l'avenir. Sur le sujet, pour le moment, il n'y a pas eu de retour de la part de Meta. Selon la plainte, Facebook, bien sûr, et ses dirigeants ont violé la législation boursière entre le 29 avril et le 21 octobre 2021 en dissimulant notamment, et cela intentionnellement au public, les effets négatifs du réseau social sur les mineurs, et ce dans le but de soutenir son cours de bourse et de tromper les actionnaires. Bon. L'enquête qui est connue donc sous le nom de Facebook Files a notamment révélé que le réseau social avait connaissance du tort causé notamment à certaines adolescentes par son application de partage, notamment de photos Instagram. Alors, ces informations avaient à l'époque fait chuter l'action de plus de 54 $, faisant perdre plus de 100 milliards de dollars au fonds de pension des employés de l'État de l'Ohio et d'autres investisseurs. En tout cas, le ministère public entend démontrer, bien sûr, que le ciblage inapproprié des enfants par le réseau social ne doit plus être toléré. Au niveau de l'aspect technique, alors il faut savoir que on est sur une très forte dynamique haussière, excepté l'aspect fondamental que je viens de vous évoquer. Le cours est en train de tout simplement de rebondir sur sa fameuse Tenkan-sen, qui est juste là. Donc là, on est en mensuel. Ça, c'était le mois dernier. Là, pour le moment, le marché est en train de rebondir sur sa Tenkan-sen. Alors attention, attention. Pourquoi? Parce que on a effectivement ici déjà deux bougies rouges. D'accord? Généralement, quand vous avez deux bougies rouges, le marché a tendance à aller chercher une troisième bougie rouge. Donc pour le moment, la bougie est verte. D'accord, la bougie est verte. Le mois n'est pas terminé, bien évidemment. Il reste encore 14 jours avant la clôture, enfin 15 jours avant la clôture de cette bougie. Elle peut être verte aujourd'hui, elle sera peut-être rouge en fin de mois. Donc pour le moment, la dynamique reste haussière. Attention également aux divergences. Il faut savoir qu'on a ici quelques petites divergences, notamment divergences baissières, comme vous pouvez le constater sur l'indicateur RSI, le Relative Strength Index, et l'index de force relative, et vous reportez cela sur le prix actuel. On a effectivement une divergence qui est assez prononcée, donc il se pourrait qu'on assiste bien sûr à une pause, je dirais notamment sur l'action Facebook. Alors attendez, je vais mettre ça en hebdomadaire. Voilà, donc soyez vigilants par rapport à ça. Ça reste haussier, la dynamique reste haussière. On pourrait voir une nouvelle accélération. On va regarder cela ensemble, notamment en hebdomadaire. Qu'est-ce que nous donne le graphique? Alors ici, on a effectivement eu une accélération haussière depuis 9 mars, la semaine du 9 mars, 16 mars 2020 jusqu'au 24 août 2020, où là on a eu ce qu'on appelle un triangle ascendant qui est ressorti par le haut. Alors techniquement parlant, et c'est ça qui est intéressant, ici on avait ce qu'on appelle un flag. Alors un flag, je vous en ai parlé la dernière fois. Généralement quand on a un flag et après une accélération, le marché a tendance à chercher des objectifs qui sont lors de la première impulsion haussière, donc depuis le 16 mars 2020 jusqu'au 24 août. Le marché a pour objectif d'aller chercher sur du moyen long terme les 435 si on reporte bien sûr l'aspect technique. Alors, je vais voir si effectivement j'arrive à vous retrouver la figure chartiste des flags. Alors voilà, c'est une forme de fanion, de drapeau. On a soit cette représentation ici en forme de drapeau, mais ça c'est uniquement si on a un canal baissier, c'est pas le cas. Ici on a un fanion, donc c'est effectivement le fanion qu'il faut prendre en considération, où là généralement 75% de chances qu'il y a une poursuite de la hausse, et là effectivement ça a été confirmé. Si on reporte les objectifs comme vous l'avez ici, vous faites exactement la même représentation à l'intérieur de ce fanion, et là nous avons effectivement la continuation
la continuation haussière sur notamment Facebook. Alors, attention, on est quand même ici, le RSI est au-dessus des 50, donc de la zone de neutralité, ça reste haussier. L'objectif, c'est bien évidemment sur du court terme, c'est d'aller chercher cette résistance majeure aux alentours des 370, 380. Qui est la résistance majeure, qui sont d'ailleurs les plus hauts historiques de Facebook. On va regarder en journalier si on a effectivement quelques signaux, pas grand-chose à se mettre sous la dent, sauf que le marché est actuellement au-dessus du nuage, d'accord, de la tendance du nuage baissier. La dynamique reste haussière. Si on reporte un petit peu cet oblique que nous avons ici, vous pouvez effectivement avoir un canal. Et là, actuellement, on est au-dessus du canal. Le marché n'a pas la possibilité. Alors, pour l'instant, il pourrait effectivement annoncer un petit retracement ici et accélérer derrière et aller chercher cette forte résistance que vous avez ici, qui est autour des 375, 380, qui serait le futur objectif. Là, comment dirais-je, le RSI est toujours au-dessus comment dirais-je, de 50. Il y a effectivement encore un potentiel pour que le RSI accélère et passe au-dessus de la zone de surachat. Donc, tant qu'on n'est pas au-dessus de la zone de surachat, pour le moment, on n'est pas suracheté et Facebook a encore un potentiel pour accélérer et aller chercher donc les 375, 380. On va aborder dorénavant l'US Tech 100, donc qui est le Nasdaq de tout ce qui est compartiment technologique. On va regarder d'abord dans un premier temps sur du mensuel. On en a parlé la semaine dernière. Alors le Nasdaq est toujours intéressant. Alors attention, là je suis sur un graphique mensuel. On est totalement suracheté, comme vous pouvez le constater ici. Là, on est totalement suracheté. Mais bon, comme on était suracheté ici, le marché a effectivement lâché une petite baisse et est reparti à la hausse. Donc, ça ne veut pas dire pour autant que ça va fortement chuter. Alors, il s'avérerait qu'on assiste effectivement à une petite divergence baissière qui n'a pas encore été confirmée puisque ça n'a pas été validé. On est en mensuel, il reste, comme je vous l'avais évoqué sur Facebook, il reste encore 2 semaines avant de pouvoir avoir la fin de cette bougie. Alors attention bien sûr sur les 300% des retracements de Fibonacci aux alentours des 16 015. Donc si effectivement la clôture se passe en dessous des 16 015, alors à ce moment-là on pourrait avoir une correction, donc je dirais le mois prochain. Alors attention aussi d'un point de vue, comment dirais-je, là on est sur une forte tendance haussière. On peut avoir effectivement ici une sorte de, non pas de pendu, on peut avoir une étoile filante qui pourrait être intéressante à interpréter. Bon, c'est peut-être aujourd'hui subjectif. Il faudrait attendre la fin de mois pour savoir si oui ou non on aura à la fin de ce mois-ci une étoile filante qui pourrait être intéressante puisque une étoile filante pourrait généralement, après une continuation haussière, avoir un léger retracement, une pause également sur l'indice américain. On va regarder en hebdomadaire qu'est-ce que nous donne la configuration graphique. Alors, on est tout simplement accompagné de pas mal de divergences baissières. Regardez ici sur l'indicateur RSI, on a effectivement une divergence baissière ici. Le marché a accéléré malgré cette divergence baissière, que généralement lorsque vous avez une divergence baissière, alors je rappelle juste la divergence, je vais voir si j'arrive à le retrouver. Voilà, la divergence baissière, c'est ça, comme je l'avais envoyé il y a quelques temps de cela. C'est ça que vous pouvez bien sûr retrouver sur Internet. Il y a pas mal de schémas qui expliquent un petit peu ce qu'est une divergence baissière. Donc, quand vous avez le prix qui ne fait que monter et que derrière, vous avez des pics ici au niveau du RSI qui sont de plus en plus bas, généralement, c'est annonciateur tout simplement d'un retournement baissier. Alors, attention, plusieurs fois, on a eu des divergences baissières sur le Nasdaq 100, sur l'US Tech 100. Malgré tout, c'était toujours accompagné d'une poursuite haussière. Alors, on est effectivement, quand vous regardez cette configuration, on est sur un canal haussier, avec des pics, des creux, des pics, des creux. Là, on a touché le creux. Est-ce que ça va toucher cette oblique, cette résistance oblique aux alentours des 16 870 qu'il faut relever par rapport à la semaine précédente, puisque là, je suis sur une unité de temps hebdomadaire. Ce qui est extrêmement intéressant, ce que je peux soulever, c'est qu'on assiste là
à une figure, alors en chandelier, voilà, je vais zoomer un petit peu. Ici, on a ce qu'on appelle un marteau. Alors, un marteau, c'est intéressant. Après une poursuite haussière, on peut avoir effectivement une figure d'indécision où là, peut nous donner, alors pas un marteau, excusez-moi, après une continuation haussière, c'est non pas un marteau, mais un pendu. Un pendu, c'est cette configuration que vous avez ici au niveau de ce chandelier. Ce chandelier, donc, de la semaine dernière, nous a donné ce qu'on appelle un pendu. Alors, c'est quoi un pendu? Je vais essayer de vous retrouver un petit schéma. Voilà. Vous avez ici un exemple de ce qu'est un pendu. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce qu'est un pendu, vous avez une accélération ici, comme vous avez ici dans le schéma. Et généralement, que la bougie que vous avez ici soit verte ou rouge, là en l'occurrence elle est rouge, généralement c'est annonciateur d'un retournement baissier. Alors attention, généralement ce type de configuration est validé lorsqu'on est sur des résistances. Étant donné qu'on est sur des records historiques sur l'indice des valeurs technologiques, on n'a pas de résistance précédemment. Cependant, étant donné qu'il y a quand même pas mal de scénarios qui affirment, je dirais que on risque d'assister à une pause sur l'ensemble du marché indiciel. Il se pourrait, notamment suite à ces divergences baissières que je vous avais évoquées juste avant, suite au fait qu'on est sur la bande de Bollinger supérieure sur le Nasdaq, qu'on puisse assister à un petit retracement sur l'indice américain. Donc en tout cas, ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir où pourrait, si effectivement on prend un scénario baissier par la suite, on pourrait effectivement aller chercher l'objectif qui serait aux alentours des 15 780, 15 750, où là, il serait intéressant de pouvoir racheter éventuellement. Ça pourrait être un point d'entrée. Un autre point d'entrée, c'est bien évidemment le plat de cette Tenkan. D'accord, la Tenkan ici est assez éloignée du prix. Alors attention, quand la Tenkan est assez éloignée du prix, vous la voyez à ce niveau-là. Hein, la Tenkan, elle est là. Hein, alors attendez voir, je vais essayer. Hop, elle est là. Vous la voyez ici. Donc la Tenkan, ça peut faire appui. Hein, donc et pourrait relancer le prix du Nasdaq. En tout cas, l'ensemble, pour le moment, des analystes envisagent que le Nasdaq reste haussier. Donc, on a encore un potentiel pour aller chercher, bien sûr, cette résistance oblique qui serait aux alentours des 16 800. Mais pour le moment, si vous voulez retrouver les acheteurs, vous voulez prendre dans la même tendance que les acheteurs, il serait susceptible d'attendre qu'on assiste à un petit retracement confirmé notamment par cette divergence baissière pour pouvoir racheter à des niveaux un peu plus intéressants. Sur les analystes trading central que je vous montrerai, ça reste haussier. Les objectifs seront donnés juste après. Je vous montrerai à la fin de ce webinaire. On va parler de l'argent. Alors, il y a quelque chose qui se passe actuellement sur le front des métaux précieux. On va regarder cela ensemble, notamment sur l'or, le métal jaune, mais également sur l'argent métal. On va regarder ensemble. Hop. Alors, là, je suis sur une unité de temps mensuelle. L'argent, effectivement, a annoncé, a plutôt donné une très belle impulsion haussière sur ces niveaux de support qui sont quand même assez importantes, qui affichent techniquement parlant, notamment sur le, comment dirais-je, sur l'argent métal et notamment en mensuel. On a effectivement ici, alors c'est peut-être aussi prématuré puisque la configuration n'a pas encore été confirmée pour l'instant pour avoir un double bottom, first bottom, double bottom. Là effectivement on a ici un premier bottom et on a un deuxième bottom, c'est un creux, hein, un deuxième bottom ici. Alors pour confirmer ce double bottom, il faut effectivement normalement confirmer que la continuation se fasse là, ça confirme et on accélère derrière. Donc juste pour vous dire que l'argent métal confirmé, notamment par le métal jaune, reste dans une très forte confirmation haussière. On va regarder un petit peu plus en hebdomadaire ce que nous donne la configuration. Alors, c'est ça qui est intéressant, je vous en ai parlé la dernière fois. Ici, on a ce qu'on appelle une épaule tête-épaule inversée. On en a parlé la dernière fois, qu'effectivement, l'épaule tête-épaule inversée pourrait afficher
une accélération à la hausse. Alors, une épaule tête-épaule inversée, hein, vous la voyez sur la configuration graphique. Ça, c'est la première épaule, ça, c'est la tête, et ça, c'est la deuxième épaule. Pour vous donner un schéma plus représentatif, vous avez exactement ce schéma-là. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je vous ai d'ailleurs tracé, vous voyez, les fameux X que vous avez ici, donc les niveaux que vous avez ici à l'intérieur de l'épaule tête-épaule. Donc, vous reportez exactement ce que vous avez à l'intérieur de la tête, vous le reportez au-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez notamment la bougie de la semaine dernière à casser ce qu'on appelle une ligne de coup. La ligne de coup, c'est la résistance que vous avez ici sur cette zone rectangulaire. Tout nous porte à dire que, comme vous l'avez ici dans ce schéma, hein, c'est exactement la même chose. Hein, vous voyez, hop, 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 hop. Là, vous avez ça. Le marché peut afficher et accélérer avec des objectifs que vous avez ici. Donc, des objectifs pourraient être, si on reporte à l'intérieur de la tête, seraient aux alentours des 27-28 hein, que vous avez ici, aux alentours des 28, qui seraient aux alentours des 100% des retracements de Fibonacci, des niveaux que nous avions eu notamment en mai 2021. Donc voilà, vous avez un scénario extrêmement intéressant sur l'argent. L'or également suit à peu près la même conjoncture. Donc l'analyse serait également donnée sur la séance européenne, notamment au niveau de l'argent, que je vous montrerai juste après. En jour dernier, ça va effectivement confirmer. On peut avoir effectivement peut-être un petit retracement aux alentours des 24,80, 24,90 pour pouvoir renforcer vos opérations là-dessus sur l'argent métal. Enfin, on va parler également de l'euro-dollar. J'en ai parlé à de maintes reprises de la paire la plus tradée par les investisseurs. On va regarder ensemble. Alors une très forte volatilité hier, notamment sur la monnaie unique par rapport au dollar américain. Alors attention, on assiste effectivement, donc je vous en ai parlé du double top mensuel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un double top, je vais voir si j'arrive vous trouvez une configuration d'un double top. Voilà. Vous avez ici un double top qui est représenté et on va le voir directement sur le graphique. Alors ici, vous avez une tendance haussière représentée par cette flèche, donc une accélération. Ici, vous avez un premier top, donc un premier sommet. Et vous avez ici un deuxième sommet qui confirme effectivement ce retracement. Ici, vous avez la ligne de coup, pullback. L'objectif, c'est exactement ce que vous avez à l'intérieur ici. Donc, en l'occurrence, ce que vous avez à l'intérieur, donc au niveau de la distance, vous le reportez en bas. Et là, vous avez l'objectif. Si on représente exactement ce schéma, notamment sur le schéma actuel, bon, je vous ai représenté exactement la même configuration. Donc, vous avez une accélération ici. Alors, attendez, je vais essayer de vous le montrer en même temps pour que ce soit plus représentatif. Voilà. Donc, pour vous expliquer, vous avez effectivement ici donc une accélération ici. Donc là, on a le premier top. On a le deuxième top ici. Alors, la ligne de deux coups, elle est là. Alors, elle n'est pas bien représentée, c'est plutôt ici. Voilà, c'est plutôt ici la ligne de coup. Donc là, si effectivement on reporte l'objectif qu'on a là, donc on a ici le pullback qui a été représenté par cette bougie. Donc l'objectif, si on reporte l'aspect technique, c'est d'aller chercher les 1.10. Alors ça peut être du moyen terme. Pour aller chercher les 1.10, on serait aux alentours des 300 points de variation, aux alentours des 78,60% des retracements de Fibonacci. On est en mensuel. Très bien. On va regarder un petit peu sur une unité de temps inférieure. Alors attention, en unité de temps inférieure, on a ici ce qu'on appelle, alors déjà bien sûr, avant de pouvoir développer un petit peu ce qu'est un biseau descendant, on a ici des zones techniques très importantes qui sont représentées ici par des zones de résistance qui ont d'ailleurs été franchies par cette impulsion haussière, une accélération. À noter que cette résistance qui a été notamment déterminée le week-end, enfin la semaine du 9 mars 2020 avec son plus haut aux alentours des 1, alors je vais vous dire ça tout de suite, le niveau il était aux alentours des 1.1495,
qui a été cassé notamment la semaine dernière, la semaine du 8 novembre, qui a été cassé la semaine dernière. Donc, on fait attention, mais la zone reste quand même assez importante. La zone reste importante. On a ici, par ailleurs, ce qu'on appelle un biseau descendant. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce qu'est un biseau descendant, alors c'est ça qui peut être intéressant, c'est que le biseau descendant, généralement, pour qu'elle soit confirmée, effectivement, il faut qu'on ait un rebond ici. Maintenant, si le biseau descendant est confirmé, on peut avoir un rebond. Maintenant, pour avoir un rebond, il faudrait qu'on ait ici une bougie, enfin la prochaine bougie, notamment la semaine prochaine, il faut qu'on ait une bougie verte. Si on a une bougie verte intéressante la semaine dernière et qu'on voit qu'il y ait un avalement haussier de cette bougie, alors là, on pourrait effectivement supposer qu'on assiste à un biseau descendant. Alors généralement, un biseau descendant, s'il y a une continuation haussière à 92%, comme vous l'avez dans ce schéma. Alors, pour vous expliquer un petit peu, donc vous avez un biseau descendant et vous avez un biseau ascendant. Et comme vous voyez ici, donc comme vous avez dans ce schéma ici, premier impact, deuxième impact, plusieurs vagues, généralement dans 92%, il y a une continuation haussière. Mais attention, c'est très subjectif ce que je suis en train de vous dire, dans le sens où, pour l'instant, ce biseau descendant n'est pas confirmé. Pour qu'il soit confirmé, il faut d'abord qu'on ait une première accélération à l'intérieur. Maintenant, si ça casse en dessous, ça confirme ce que je vous ai montré précédemment en mensuel, avec notamment l'épaule, pardon, pas l'épaule tête-épaule, plutôt le double top en mensuel. Ici, vous avez effectivement une épaule tête-épaule. Hein. Généralement, il y a une continuation baissière, une épaule tête-épaule. Et là, ce qu'il faudrait voir, c'est est-ce que le biseau descendant est confirmé ou pas. Si c'est pas le cas et que par exemple en fin de semaine on accélère, je dirais on décélère fortement en dessous de cette zone de support, alors là on peut assister effectivement à une très très forte décélération pour aller chercher les fameux 1.10, 1.11 sur les prochaines échéances. Je vais vous montrer les analyses de trading central donc pour la séance européenne. Alors pour la séance européenne, vous avez effectivement donc Facebook, comme je vous l'avais évoqué, qui effectivement envisage qu'on puisse assister à une accélération haussière, donc une accélération haussière pour aller chercher les 3.52, pardon, les 352.20 et 354.20, tant qu'on est au-dessus de la zone de pivot aux alentours des 344.60. Concernant le Nasdaq, l'US 100 reste en intraday haussier, en intraday, je précise, tant qu'on est au-dessus des 16 100. Alors bien évidemment, vous avez le scénario alternatif, en cassure des 16 100, on pourra avoir une décélération et aller chercher cette zone de support aux alentours des 16 045, 15 980. Mais pour le moment, tant qu'on est au-dessus des 16 100, l'objectif c'est d'aller chercher les 16 285 en intraday. Concernant l'argent dont je vous avais parlé, ça reste haussier. Effectivement, Trading Central le confirme également. On peut gagner 2,11% pour aller chercher les 25,39 sur du court terme. Tant qu'on est au-dessus des 24,90, si on casse les 24,90, on peut aller chercher les 24,70 sur du court terme, bien évidemment, même sur du moyen long terme, ça reste fortement haussier. Enfin, la parité euro-dollar, la monnaie unique contre le dollar américain, ça reste baissier. Le marché peut encore chuter de 20 à 45 pips pour aller chercher les 1.1355, les 1.1330, tant qu'on est en dessous des 1.14. Si on casse les 1.14, on peut aller chercher les 1.1420, 1.1440. Au niveau du portefeuille, bon, hier, il y a eu effectivement un scénario plutôt baissier, aux alentours de 0,34% avec une perte de 70 €, mais bon, ça reste plutôt intéressant sur l'année 2021. Voilà tout, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain webinaire. À demain.